On est de retour, j'espère qu'on entend tout ce que je dis dans le micro. Eh bien, la transition de Julien Girard était excellente. On passe à une nouvelle séquence, je vous avais dit dans l'introduction. Cette séquence s'appelle C'est Nicolas qui paye. Et c'est Antonin Ferreira qui va nous en parler. Antonin, vous êtes fondateur de l'Institut pour l'audace politique. Et vous allez nous parler d'un sujet central dans la vie politique de notre pays, les retraites jingle. C'est Nicolas qui paye, par Antonin Ferreira. Alors bienvenue dans cette nouvelle chronique. Comme l'a très bien dit Garen, c'est Nicolas qui paye. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément des adeptes de X ou de la culture Reddit, Nicolas, 30 ans, c'est devenu le symbole du nouveau contrat social français. Alors à l'origine, c'est parti d'un mème innocent. Et Nicolas, 30 ans, est devenu une figure sociologique, celle de celui qui paye pour tous les improductifs, les étrangers, les racailles, les délires woke à l'université, les ONG, assos-gauchistes, ou même la culture subventionnée d'État, sans qu'on ne lui demande jamais son avis. Une figure si parlante pour des millions de jeunes que celle-ci s'est exportée à travers le monde, au-delà de nos frontières. Who is Nicolas, 30 ans, s'interrogeait The Spectator au Royaume-Uni dans un article en novembre dernier. Alors, surfant sur ce soulèvement international des Nicolas, on vous propose de se retrouver chaque vendredi matin pour une nouvelle chronique, afin d'enquêter et de mettre la lumière sur un sujet, une folie que Nicolas paie. Et pour notre première chronique, comme Garen l'a dit, on va évoquer un bijou national français qui est la retraite par répartition. Alors, juste pour remettre un peu de contexte, en 2019, le poids des retraites dans le PIB, c'était 14%, soit 380 milliards d'euros. À titre de comparaison, c'est 2 fois plus que ce que l'on dépense pour l'éducation des jeunes Français, 7 fois plus que ce que l'on dépense pour notre défense, et 70 fois plus que ce que l'on dépense pour la justice, et donc aussi nos prisons. C'est gigantesque. Mais pour mieux comprendre ce système, il faut revenir aussi à ses origines, sa fondation. Et beaucoup de gens pensent que la retraite par répartition a été créée par le général de Gaulle après-guerre, à la Libération. Pas du tout. La retraite par répartition a été créée par le maréchal Pétain le 14 mars 1941 par une loi spéciale. C'est donc littéralement un héritage de Vichy auquel la gauche est extrêmement attachée de manière surprenante. Et alors le secrétaire d'État au travail de l'époque, ancien dirigeant de la CGT, ce qui est aussi surprenant, René Belin, a indiqué à ce moment-là « Les cotisations destinées à la couverture du risque vieillesse ne donneront plus lieu à un placement, la capitalisation, mais seront utilisées au fur et à mesure de leur rentrée dans les caisses pour le service des pensions. La répartition était née. Car dans les années 30, peu de gens le savent, mais c'était la capitalisation qui était en vigueur en France. Et cela fonctionnait tellement bien qu'en 1934, on décida de réduire le taux des cotisations malgré la Grande Dépression et le plus grand krach boursier de l'histoire. Mais face au coût de l'occupation, Pétain décida de vider les caisses de l'État et de l'assurance sociale et alla chercher l'argent là où il était, les fonds de retraite. Et à cette époque, la résistance menée par le général de Gaulle s'y est vivement opposée en dénonçant une manipulation politique. Alors plus de 80 ans après, ce système n'est toujours pas compris de tous les Français. Combien de fois a-t-on déjà entendu les retraités ont cotisé toute leur vie, on ne peut pas toucher à leur pension, on ne peut pas reculer l'âge de la retraite. Sauf que ce n'est pas le cas. Dans un système par répartition, les cotisations que tous les Nicolas paient chaque mois ne servent pas à financer leur propre retraite, mais partent directement dans les poches des retraités actuels. Et beaucoup de gens ne le comprennent toujours pas. C'est un transfert direct, non un investissement. Et il n'y a aucune garantie aujourd'hui que Nicolas, 30 ans, touchera une retraite équivalente à ce qu'il a cotisé toute sa vie. Et pire, c'est très peu probable. La différence avec un système capitalisé, comme c'est le cas dans la plupart des pays développés, c'est que chaque travailleur investit pour sa propre retraite, il se constitue un patrimoine sur lequel il vit lorsqu'il arrête de travailler. Alors ce système, aujourd'hui, c'est devenu le symbole d'une injustice générationnelle gigantesque. S'il a pu donner l'illusion après-guerre qu'il fonctionnait très bien dû à la démographie, le taux de rendement interne, ce qu'on appelle le TRI des cotisations, aujourd'hui a chuté. Pourquoi ? Parce que dans un système de répartition, le taux de rendement annuel, c'est-à-dire ce qu'on récupère à la retraite par rapport à ce qu'on a cotisé, c'est finalement le simple reflet de la démographie. Et en 1962, on avait 4,7 actifs pour chaque retraité. Aujourd'hui, ce taux est de 2,6 et il devrait, si cela continue, rejoindre 1,8 d'ici 2070. C'est gigantesque. Et alors, ça se reflète directement dans ce fameux taux de rendement interne, le rendement annuel de ces investissements. Car en 1940,
Une personne née en 1940 bénéficiait d'un rendement sur sa retraite, sur ses cotisations, de 2,4%. Ce qui n'est pas ignoble. Aujourd'hui, une personne née en 2000, peut-être comme toi, Gareth. Non, je suis un petit peu plus vieux, moi. une Mais pers- j'aurais quand même pas de retraite. Exactement. Une personne née en 2000, selon le corps, peut espérer un rendement sur ses cotisations de 0,3%, c'est-à-dire rien. Et peut-être que ce taux deviendra bientôt négatif. Mais cela ne prend même pas en compte aussi les taxes, impôts, la CSG que chacun paye pour financer les déficits. Alors pour vous donner une image, si Nicolas est au SMIC et cotise 500 € tous les mois, son capital à la retraite serait de 275 000 € si on prenait en compte le taux de rendement interne de la répartition. Dans le système actuel. Si on prenait le taux de rendement du CAC 40, c'est-à-dire la capitalisation, qui est à peu près de 7% par an historiquement, ce serait plus d'1 million d'euros que Nicolas aurait économisé pour sa retraite. C'est-à-dire que même un smicard pourrait être millionnaire. Et ces calculs, comme je disais, ne prennent même pas en compte dans le taux de rendement les impôts, la CSG, l'ITAF que l'on paye chaque mois pour combler les déficits. Car sur les 380 milliards d'euros que l'on dépense chaque année pour les retraites, 130 milliards en réalité ne viennent pas des cotisations, mais de ressources extérieures. La CSG, l'ITAF, les transferts, les subventions d'équilibre de l'État, pour lesquels l'État s'endette. Car depuis 2017, vous le savez sûrement, depuis Macron, on parle beaucoup de ce chiffre de 1000 milliards de dettes supplémentaires. C'est vrai, sauf que ce que l'on ne dit pas, et ce que Macron ne dit pas, c'est que la moitié de ces 1000 milliards provient en vérité des retraites, servent à financer les retraites. Donc ce n'est pas le Covid, ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas la hausse des coûts de l'énergie, c'est avant tout les retraites. Et c'est une dette que l'on doit aussi repayer avec des intérêts. Et aujourd'hui, nous dépensons autant pour payer nos intérêts sur notre dette que pour notre défense. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez sûrement du schéma qu'a projeté Emmanuel Macron lors de son monologue de 3 heures le 13 mai dernier. On y voyait que le premier poste de dépense de l'État était les retraites, 25,3%. Alors en vérité, ce chiffre est faux. C'est encore pire que ce que l'on pense. L'excellent économiste Sylvain Catherine démontrait récemment que, par exemple, pour l'éducation, qui représente quand même 88 € sur 1000 € de dépenses publiques, il y avait en vérité 30% de ces dépenses qui allaient pour financer les retraites. Alors vous allez me dire, normal, c'est comme dans toutes les entreprises et pour toute la fonction publique. Sauf que ces cotisations sont composées de cotisations qui sont réelles, mais aussi fictives. Il y a une surcotisation qui a été mise en place, qui amène le taux employeur pour les retraites à 75% du brut dans la fonction publique, toute la fonction publique, contre 16% dans le privé. Une magouille comptable qui permet à l'État en fait de maquiller les déficits réels de notre régime de retraite en donnant plus à Paul pour redonner à Jacques sur le dos de nos fonctionnaires. Donc si on regarde ce taux de surcotisation dans l'éducation, par exemple, c'est 15 € qui en réalité servent à financer également les retraites. Et donc on n'est plus à 253, mais à 268 €. Et ça ne prend même pas en compte la même chose dans les autres administrations. Regardez nos armées. Les cotisations employeurs pour les militaires, c'est 126% du salaire brut. C'est le plus haut taux dans l'appareil d'État. Et lorsque Macron s'enorgueillit, par exemple, d'avoir porté le budget de nos armées à 60 milliards, ce qui est, je le rappelle, seulement les 2% requis par l'OTAN et pas plus, 10 milliards vont en réalité au financement des retraites et non dans notre défense. Alors vous l'aurez compris, la retraite par répartition est non seulement un système complètement délirant, hérité d'une magouille déjà à l'époque de Vichy, mais comme partout l'État socialiste s'immisce, son financement est illisible et tentaculaire. Mais le problème des retraites ne se limite pas à un enjeu de dépenses publiques non plus, mais également à un enjeu de souveraineté nationale. Combien de fois nos responsables politiques se sont émus de voir des fleurons industriels français être rachetés par l'étranger ? Récemment, Opella, le fabricant du Doliprane qui appartenait à Sanofi, vendu à un fonds d'investissement américain pour 16 milliards. Alstom, dont la branche énergie a été vendue au groupe General Electric en 2014. Ou bien Almaviva Santé en 2021, racheté par un fonds souverain koweïtien pour 1,5 milliard d'euros. Et parfois, quand c'est trop sensible, l'État est même appelé à la rescousse. C'est le cas par exemple lorsqu'il a nationalisé Alcatel Submarine Networks en 2024, le seul fabricant européen de câbles sous-marins en fibre optique. Dans la moyenne des pays développés, la taille des fonds de pension, c'est à peu près 98% du PIB. Ce qui, en France, représenterait 2500 milliards d'euros d'actifs sous gestion qui manquent aujourd'hui à la France. C'est tout simplement gigantesque. Et c'est l'équivalent de la capitalisation totale du CAC 40.
Et cela se traduit directement dans la détention du capital français. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que notre dette, par exemple, notre dette nationale, qui est hors de contrôle aujourd'hui, il faut savoir qu'elle est détenue en majorité par l'étranger, 53%. Là où c'est seulement 23% aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on manque de capital en France. Pareil pour nos actions. Vous pouvez vous amuser à les regarder dans certains nombres d'actions, d'un certain nombre d'entreprises du CAC 40. Vous y retrouverez souvent Teachers of America, un fonds de pension pour les enseignants américains qui détiennent une partie du capital national français. Et ce qui n'est pas le cas pour nous à l'étranger. Alors, ni même en France. Ni même en France. C'est-à-dire que c'est des fonds de pension étrangers qui détiennent notre capital. Tandis qu'aux États-Unis, il y a environ 15 ou 20% du S&P 500 qui appartient à des fonds de pension américains. Alors vous voyez bien, le choix de la répartition a été une catastrophe économique pour la France. Déjà, il a empêché la constitution d'un capital d'investissement pour créer de l'emploi et de la croissance, et donc de la richesse pour les Français. Et pire, il endette l'ensemble des générations futures, en nous forçant à faire venir toujours plus d'immigrés pour essayer d'équilibrer le système, et en nous empêchant d'investir dans les secteurs d'avenir ou notre sécurité. Et tous les gouvernements successifs ont tenté de maquiller l'ampleur comme le fond du problème, par des magouilles comptables, comme on l'a vu, mais la vérité finit toujours par triompher, et comme on le dit à chaque fois, c'est Nicolas qui paie. Merci beaucoup Antonin. Une question, pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, on n'est pas passé à la capitalisation en France ? Alors la capitalisation, il y a un coût. Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a un coût, certes, mais il y a surtout un problème de compréhension et d'éducation financière parmi nos responsables politiques. Parce que quand on creuse le sujet, quand on rencontre des députés, quand on discute avec des ministres, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément conscience des enjeux derrière et du fonctionnement même de la capitalisation. Parce que la plupart de nos responsables politiques n'ont jamais travaillé dans le privé, connaissent très peu le milieu de la finance, savent très mal comment l'argent fonctionne, comment le capital se constitue. Et pour eux, la répartition, c'est un système merveilleux qui garantit à tous une forme de solidarité et une forme de sécurité. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est un mensonge. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un espoir de sauver ce système par répartition ou c'est impossible ? C'est impossible parce que déjà, il y a l'équation démographique, comme on l'a vu, qui s'aggrave et on fait encore aujourd'hui de moins en moins d'enfants pour de plus en plus de retraités. Et en plus de ça, il n'y a plus de marge de manœuvre au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'avant, on arrivait encore à maquiller, trouver des ressources par-ci, par-là. Aujourd'hui, quand on est à 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, les marges de manœuvre sont nulles. Pareil pour notre dette. Aujourd'hui, on se rend compte que la dette, on pensait pouvoir emprunter à l'infini. On se rend compte que les taux d'intérêt augmentant, ça vient directement gréver le budget national, nos budgets, et ça représente aujourd'hui des sommes qui sont considérables, puisque c'est l'équivalent de ce qu'on dépense chaque année pour la défense. Donc il n'y a plus de marge de manœuvre. Et le problème, c'est que le système, si on ne fait rien, risque de s'aggraver, enfin c'est pas risque, c'est va s'aggraver sûrement. Et le problème, c'est qu'on risque aussi de se retrouver avec des pensions plus faibles, ou alors de reculer l'âge de départ à la retraite à l'infini, c'est-à-dire que ça sera 70 ans, puis 75, puis 80, et puis au final, on n'aura plus de retraite. Et aujourd'hui, on a quand même une grande partie des partis politiques qui proposent de baisser l'âge de la retraite, et non pas de l'augmenter. Oui, la LFI propose de revenir à 60 ans, ce qui est une pure folie économique. Aucun pays d'Europe ne fait ça. Récemment, hier, le Danemark a annoncé qu'ils allaient repousser à 70 ans. L'Italie y réfléchit parce qu'ils veulent garder leur système de répartition. Ils sont attachés à cet esprit de solidarité nationale. Moi, je pense personnellement que c'est un faux débat et que le vrai débat, c'est la transition de la répartition à la capitalisation. Les Français sont attachés à la répartition comme la corde au pendu. Oui, merci exactement. beaucoup, Antonin. Merci beaucoup pour cette émission. Donc, on te reverra chaque semaine, normalement, Exactement, avec grand plaisir. pour nous parler d'un sujet sur les libertés économiques et sur ce que Nicolas paye. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Merci à tous d'avoir été là cette semaine. Je vous retrouve, pour ma part, vendredi prochain. Et lundi, vous aurez Louise pour une émission un peu plus calme. Bon week-end!